Bien, bah, écoutez, madame la sénatrice, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, aujourd'hui même, nous sommes en train d'enregistrer le 14 juillet cet entretien et je vous en remercie. Et donc, on pensait que le Sénat aurait fini en plénière d'examiner ce fameux projet de loi dont on ne sait plus trop s'il faut l'appeler 4D ou 3DS, vous me direz ça. Euh, et je sais le sujet, mais je finis par être un peu perdu. Et finalement, non, demain reprennent encore les débats et donc vous serez sur le pont. On a structuré cet échange autour de 6 thèmes qui sont à peu près le plan de la loi, mais que j'ai légèrement reformulé ou pour lesquels j'ai fait quelques regroupements. D'abord, la question de structure locale pour lesquelles vous avez beaucoup enrichi le texte sur les questions notamment d'intercommunalité, mobilité environnement, qui est la partie qui s'appelle environnement dans la loi, urbanisme avec un volet logement, santé sociale enfance, déconcentration et voiture-balai, le 6e pan d'hiver. Abordons tout de suite une vision globale déjà sur ce texte, c'est que j'étais frappé par un des sous-parties dans le rapport très intéressant que vous avez rédigé avec co-rédigé avec le sénateur Monsieur Darnaud, qui est de l'Ardèche, si ma mémoire est fidèle, par un sous-titre qui est clair mais un peu cash, enrichir un texte qui manque cruellement d'ambition. Alors dans mon propre blog, j'avais un peu prédit que c'était un texte qui était raplapla ou qui manquait de relief, donc je ne vais pas contester votre diagnostic ayant fait le même. Mais c'est vrai que le constat est cru, la formulation est aux frontières de la cruauté. Est-ce que vous pourriez commenter du coup ce qu'était votre vision de ce texte et les types d'ambition que vous vouliez du coup lui donner? Merci beaucoup de cette question importante. Notre ambition était à la hauteur de l'affichage du président de la République et du discours général du Premier ministre qui ont expliqué après la crise des Gilets jaunes que l'uniformité qui a prévalu dans les précédentes lois territoriales avait montré que ça ne fonctionnait pas. Crise des Gilets jaunes, crise sanitaire, l'évaluation est rapidement faite de dysfonctionnement. Et puis, comme vous le savez, le Sénat a travaillé à la demande du président de la République l'an dernier pour faire des propositions. Nous en avons fait 50 qui ont été communiquées au président de la République. Donc, nous avons une réflexion très nourrie. Nous avons consulté des élus locaux, plus de 2300 élus locaux, plus de 3200 même, ont répondu. Bref, nous arrivons avec des propositions que le gouvernement connaît très bien, confortées par l'appui des associations. Et nous, le sujet, c'est pas les 4D, parce que les 4D, c'est de la mécanique. Je veux dire, nous, ce que l'on cherche, notre ambition et que le gouvernement devrait partager, c'est celle de l'efficacité, c'est-à-dire assurer l'efficacité de l'action publique jusqu'au dernier kilomètre pour redonner confiance à nos concitoyens et mettre fin aux dysfonctionnements qu'on a connus pendant la crise sanitaire, parce qu'on ne savait pas qui faisait quoi, les gens ne se parlaient pas. Voilà, donc nous, on a un seul objectif, c'est l'efficacité. Ce texte, alors moi je salue la ténacité de la ministre, parce que je pense que l'affaire n'a pas été simple pour elle. Mmh. Donc elle nous a porté un fil qui est très ténu. Eh bien nous avons pour mission de tisser quelque chose d'intelligent, de cohérent et d'efficace. Donc on a rempli la besace qui était un peu vide ou en tout cas pleine de mesures diverses et variées, mais qui ne faisait pas une colonne vertébrale. Et sur cette base, le texte s'ouvre par ces questions justement de différenciation territoriale. Vous avez parlé tout à l'heure des limites de l'uniformité, desquels naquirent l'ennui, comme chacun sait. Et sur ces questions de différenciation territoriale, démocratie locale et chef de fila, dont on a parlé dans le pré-projet et dont on parle peut-être un peu moins maintenant, euh, qu'avez-vous à noter, puisqu'initialement, il s'agissait de donner des nouveaux pouvoirs normatifs aux élus locaux, sujets sur lesquels on avait un premier texte qui était prudent. Et quels ont été du coup les apports du Sénat à ce propos? Alors, même le Conseil d'État a dit sur le texte du gouvernement Mm. qu'il était d'une timidité excessive. Et donc, Et alors venant du Conseil d'État, ça m'avait beaucoup surpris. Hein. donc Ouais. c'est vous dire la dose de Voilà. timidité qu'il peut y avoir dans le texte. Et donc, nous pensons, mais quand je dis nous, c'est les élus locaux, c'est la manière dont le pays fonctionne, que
une loi, elle ne peut pas être définie depuis Paris à partir de normes, de seuils, sachant que tout le monde doit suivre le pas et le même pas, et que la différenciation, c'est quoi? C'est prendre en compte la diversité des réalités. Et la loi le fait déjà, avec des dispositions pour les outre-mer dans tous les textes, la reconnaissance Mmh. des spécificités des communes de montagne ou de littoral. Et le Conseil d'État lui-même a clairement dit et redit que prendre en compte la diversité, adapter la loi, ça n'était pas du tout une atteinte à l'unité de la République, mais bien au contraire. Pour qu'il y ait une égalité de loi pour tout le monde, quel que soit l'endroit où on habite, il faut adapter des moyens. Et que donc le Conseil d'État a encouragé à nourrir de matière la différenciation. Donc la ministre a mis un article 1 qui était d'une légèreté insoupçonnable, et nous avons écrit quelque chose qui est très fort, qui est de dire que la différenciation, elle est constitutive de la loi, et que toutes les lois que le Parlement doit faire, toutes les lois que le gouvernement peut proposer, doivent comporter ces dispositions de différenciation. Voilà. Donc, on sait aujourd'hui que certains ont peur de la différenciation, considérant que ce serait une mise en compétition des territoires ou que ce serait de l'inégalité. Moi, je ne crois pas. Quand vous avez dit dans les lois territoriales que c'est parce que les intercos faisaient 15 000 habitants qu'elles étaient performantes et qu'aujourd'hui, on en a un grand nombre qui peinent et qui souffrent, et la preuve, c'est qu'on a autorisé dans certains territoires que les intercos ne fassent que 5 000 habitants. Mmh. C'est arrêter de croire que la loi, elle peut enfermer le réel. Le réel, c'est comme l'eau, ça vous explose à la figure, si je puis dire, ça vous file entre les doigts. Et il faut donc faire des lois qui définissent un champ des possibles, voilà, une boîte à outils, et des outils qui sont différents selon les territoires. Vous êtes, ça n'est que du bon sens. Reprenons, madame la sénatrice, sur un autre aspect, qui risque d'être peut-être, un peu moins bien perçu par les maires. C'est, ces questions d'abaissement de seuil de signature de citoyens pour qu'une délibération soit inscrite à l'ordre du jour et ce genre d'autres éléments sur les relations avec le citoyen. Nul ne conteste qu'il y a une crise, Mm. de lien entre le citoyen et ses élus, même au niveau local, même si évidemment la crise est plus grande pour les élus nationaux. Désolé de le dire ça à une élue nationale, Oui. mais je ne vous apprends rien. Ceci dit, ces éléments de signature citoyen pour qu'une délibération soit inscrite hors du jour ou autre reste quelque chose qui n'est pas forcément très consensuel. Qu'en avez-vous fait? Alors, nous avons, comment dire, fait bouger les lignes. D'abord, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, on a un enjeu de réconcilier nos concitoyens avec ce qu'on appelle la chose publique. La chose publique étant le quotidien des Français, sont les transports, sont les écoles, enfin voilà. Et donc, l'abstention nous pose question à tous et nous interroge. Aujourd'hui, il y a une exigence de plus de transparence, de plus d'association de la population. Nul ne peut le nier et le Sénat en est conscient. Toutefois, il faut faire extrêmement attention à ne pas transformer une république et une démocratie représentative en démocratie de la pétition. Je Mmh. m'explique. Je pense, et les maires le font beaucoup, et les maires sont les élus préférés des Français. Moi, je ne connais pas un maire qui décide tout seul d'un projet majeur, d'un quartier, d'une modification de rythme scolaire, ce que c'est. Le maire, il est au milieu des gens, il en parle tout le temps. Il fait de la démocratie participative, comme M. Jourdain faisait de la prose. Sa vie se nourrit de ça parce qu'il a porté d'engueulade. Mais comment peut-on imaginer qu'en proposant qu'une fois par an, un conseil municipal se réunisse et que les habitants aient le droit de venir poser une question, ça va suffire à ramener aux urnes des citoyens qui n'y viennent plus? Moi, je crois qu'il faut permettre aux citoyens de s'exprimer, de solliciter la discussion sur ces sujets, mais on ne peut pas transformer, encore une fois, la démocratie en démocratie de pétition qui ferait qu'on encouragerait nos concitoyens à manifester de l'intérêt quand ils sont intéressés à titre personnel. Et donc, on pourrait transformer
la démocratie, ce qui est notre bien commun, en une addition d'intérêts individuels. Et on va dire que nos concitoyens retourneraient chez eux dès lors que le sujet qui leur est un peu personnel, parce que c'est dans leur quartier, serait traité. Donc, je pense qu'il faut réfléchir sur le fond à ça et qu'on ne va pas corriger cette défiance et cette abstention qui est tragique par des amendements. Ce que nous avons dit, en accord avec le président de la commission des lois, c'est que la délégation aux collectivités territoriales va lancer une mission sur l'analyse des derniers scrutins, y compris les scrutins municipaux, pour essayer de travailler avec des associations, on peut aussi le faire avec des conseils de développement, les CISER, sur la manière dont notre démocratie doit bouger pour mieux associer nos concitoyens sans se substituer à la démocratie représentative. Donc c'est un défi qui est devant nous. On ne peut pas dire que le Sénat est ignorant de tout ça et qui serait trop conservateur. Enfin, ce sont à chaque fois les compliments dont on nous affume. Moi, je voudrais bien que l'on reconnaisse que le sujet est tellement sérieux et tellement important qu'il faut y travailler sérieusement pour faire des propositions qui soient pertinentes et sur lesquelles on associe aussi les gens. C'est la moindre des choses quand on parle de démocratie participative. Donc sur l'eau et l'assainissement, Madame la sénatrice. Nous, on revient notamment sur l'eau, on revient sur le sujet. Ça fait 5 ans qu'on débat de ce problème. Donc le gouvernement nous dit, ça suffit, ça fait 5 ans. Ben, si 5 ans après, on en parle, c'est qu'il y a encore un problème. Et je vous rappelle la loi de 2016 qui avait été votée à la quasi-unanimité au Sénat, qui faisait que l'eau et l'assainissement était une compétence facultative. Si c'est nécessaire, voilà. Et que l'Assemblée, en 2017, nous a expliqué que franchement, le sujet était trop sérieux pour que ce soit traité au niveau de la commune. Bon, ça veut dire qu'en disant ça, il n'a rien compris au truc. Ensuite, il y a eu la minorité de blocage, et ensuite, il y a eu l'invention dans la loi engagement et proximité de la subdélégation. Vous savez, c'est encore une invention française géniale. Donc, vous avez une compétence, vous la transférez obligatoirement, mais on vous la redélègue. Ça veut bien dire qu'il y a un problème. Et que le gouvernement ne comprend pas ce que nous disons. Nous disons que l'eau doit être gérée à une échelle pertinente et qu'on n'a jamais vu l'eau circuler dans un périmètre administratif. L'eau, elle circule et en approvisionnement et dans les inondations en fonction de phénomènes naturels et notamment des bassins versants. Et que nous, si nous demandons que l'eau soit potentiellement redonnée à des communes là où ça ne marche pas, c'est pas pour que l'eau soit gérée au niveau communal, c'est pas le sujet, mais qu'il y a capacité à gérer au niveau de syndicats et au niveau de bassins versants. Vous voyez le sujet. Et le gouvernement pense, ils n'arrivent pas à nous comprendre, que c'est chaque commune qui va traiter son eau, mais non, nous, on a compris depuis longtemps que l'eau, ça va être un des enjeux essentiels pour tous les territoires, partout, et qu'il faut que ce soit traité d'une manière efficace. Et donc, nous demandons que l'eau revienne, si c'est nécessaire, dans une compétence communale, et la commune, elle va travailler avec des syndicats qui peuvent être hors de son interco. Donc, en fait, et le gouvernement bloque vraiment là-dessus. Et nous disons encore une fois que quand la compétence a été transférée à l'interco et que ça marche bien, eh bien, les choses restent en l'état. Mais que là où ça ne marche pas, c'est un peu comme l'intérêt communautaire. Là où ça ne marche pas, on dit, OK, bon, ben là, franchement, ça ne marche pas.
il y a une autre échelle pertinente qui peut être celle d'un syndicat à l'échelle d'un bassin versant, mais qui n'a rien à voir avec le périmètre administratif de l'interco, qui peut même être sous un autre département, quoi, voilà. Mais la commune, ce n'est pas elle qui va exercer ça. Mais elle va faire une intercommunalité ou une coopération qui est celle de l'efficacité en fonction d'éléments qui sont naturels, parce que l'eau, ça n'est que ça. Très bien. Voilà, et ça, c'est un sujet sur lequel le gouvernement ne nous comprend pas. Et c'est un point dur aussi pour nous. Très bien. Autre élément, mais maintenant cette fois-ci sur plus les rouages, dans ces mêmes parties de la loi, il y avait un volet sur les CTAP d'une part, et vous Oui. avez ajouté des éléments notamment sur les communes nouvelles. Ce sont deux sujets totalement différents. Communes nouvelles, tout le monde connaît la loi Gatel du 1er août 2019. Donc sur les CTAP d'abord et ensuite sur les communes nouvelles. Alors, sur la CTAP, c'était une rubrique assez étonnante parce qu'il y avait pléthore d'amendements contradictoires. Les uns pour supprimer la CTAP, qui est ce lieu d'échange entre des collectivités animées par le président de région et le préfet, et d'autres qui voulaient donner à la CTAP des compétences dans des domaines particuliers, et d'autres qui voulaient encore Ce qui organiser. était le tout premier projet de Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, avant qu'on aboutisse à la loi définitive. Il voulait que les CTAP fassent des programmes qui avaient une force impérative en réalité, au stade de l'avant-projet de loi. Je ne parle même pas du projet de loi. Oui. Absolument. Il y a Et longtemps. le gouvernement y a mis sa patte parce qu'il a proposé que dans les mois qui suivent l'élection du conseil régional, enfin le renouvellement, la CTAP se réunisse et évoque les transferts ou les délégations de compétences entre collectivités qui pourraient être possibles pendant un mandat. Nous avons ôter cette disposition du gouvernement parce qu'elle confie à la CTAP un rôle qui est un rôle prescripteur, qui reviendrait à dire, eh bien, écoutez, voilà, pendant 6 ans dans la région Aquitaine, voilà les transferts et les délégations qu'on peut faire, ceci valant pour tous, et ceci laissant supposer que des demandes de délégation de transfert qui interviendraient pendant le mandat seraient à peine possibles. Donc nous avons dit au gouvernement que la CTAP ne peut pas se substituer à des collectivités. Il y a une libre administration des collectivités, et si en cours de mandat, une interco ou un département veut faire de la délégation de compétences avec la région, laissons-lui la possibilité de le faire. Donc nous sommes revenus à une expression extrêmement sobre de la CTAP, puisque nous avons maintenu la CTAP dans la loi. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir des espaces d'échange que la loi fixe. Nous l'avons fait dans le même esprit que nous avions créé, souvenez-vous, la conférence des maires obligatoire dans les intercos. Il faut que les gens discutent et échangent. Pourquoi ? Parce que des compétences économiques tenues par la région ont une articulation avec les intercommunalités. Ce que fait un département en matière sociale a aussi une incidence sur les politiques communales. Donc, laissons cet espace de discussion qui est une sorte, pour prendre une image un peu forte, c'est un parloir. Et moi, je pense qu'il faut inviter les gens à parler. On ne peut pas demander aux citoyens de participer et faire que les collectivités ne parlent pas entre elles. Par contre, nous faisons confiance aux élus pour organiser leur CTAP comme ils le souhaitent et pour parler de sujets qui leur semblent nécessaires dans leur territoire. Donc, nous maintenons cet espace de discussion en invitant les élus à se parler, mais nous savons que la CTAP est appréciée de manière très différente d'un territoire à un autre, qu'elle n'a pas vocation à décider de choses et à gérer des choses, mais il me semble que ça invite chacun à se parler et les CTAP peuvent s'organiser, les départements peuvent aussi créer des espaces d'échange. Mais vous comprenez, on sort de loi
dont tout le monde a dit qu'elle se caractérisait par des obligations et des contraintes. Et que nous pensons que les choses vont mieux quand on fait confiance aux élus à leur sens des responsabilités. Donc l'outil existe, il appartient maintenant aux élus de transformer cette possibilité en un lieu d'échange et d'efficacité qu'il leur appartient de définir. Et pour les ajustements qui ne sont pas des bouleversements pour les communes nouvelles? Alors, sur les communes nouvelles, on a toujours ce sujet récurrent de demande, on va dire, de consultation obligatoire des citoyens avant la création d'une commune nouvelle. Cette demande montre que la commune est vraiment le socle de notre République, qu'elle a une histoire, une culture et une identité qui est vraie. Et que quand des élus entreprennent un projet de commune nouvelle, il est bien évident que ce projet ne peut pas être le résultat d'un accord entre deux maires, d'un accord entre deux conseils municipaux, d'une décision du préfet, ce qui n'est pas possible d'ailleurs, mais que le projet de commune nouvelle, c'est plutôt un aboutissement d'un constat de proximité avec des habitants d'une autre commune. On a les mêmes écoles, on a les mêmes associations, on peut s'entraider et qu'en fait, les élus viennent proposer que le périmètre de leur commune épouse le bassin de vie des habitants et que très sincèrement, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet et beaucoup voyagé dans beaucoup de communes nouvelles dans des territoires, la concertation et la consultation, elle se fait avec les habitants tout au long du processus. Et sincèrement, je pense que créer une consultation qui ferait que des élus n'auraient jamais fait de concertation et on arriverait à une consultation, qu'est-ce qui se passe dans les référendums? euh, C'est que les gens ne répondent pas forcément à la question. Est-ce qu'ils connaissent bien le sujet? Il est nécessaire de bien connaître le sujet et je pense il faut le faire. Et qu'en plus, une consultation qui n'obligerait pas les élus à la suivre, mais comment peut-on imaginer que des élus ayant fait une consultation qui donne un résultat positif donneraient une réponse négative à la question ou l'inverse? Donc moi, je pense qu'il faut vraiment inviter les élus à travailler au fond cette histoire de commune nouvelle, mais qui apparaît comme un aboutissement. Et peut-être pour terminer, peut-être que la question est aussi née du fait que des communes nouvelles ont été créées pendant le dernier mandat municipal, sans que les élus en aient parlé au moment des élections de 2014, que la loi Mmh. enfin, la loi qui a assoupli, elle date de 2015, donc les gens ne pouvaient pas en parler en 2014, mais qu'on a vu dans les dernières campagnes municipales des élus faire campagne sur un projet de commune nouvelle. Donc nous pensons que la concertation, elle est indispensable et nécessaire, mais cette proposition d'une obligation de consultation qui ne lirait pas les élus nous pose problème, sachant quand même qu'il y a une J'avais écrit que sécurité. c'était un coup à planter les procédures, ouais. Bah, je pense que sincèrement, ça n'est pas l'idée de ceux qui proposent ça, mais moi j'ai vu dans des communes où il y avait eu un référendum, se sont mobilisés les opposants au maire et ceux qui Bien voulaient sûr. gagner les élections à la place du maire alors que le projet était d'intérêt général. Et puis il y a une sécurité absolue qui est le fait que si les conseils municipaux ont des voix dissonantes sur le sujet, la consultation est obligatoire. Donc je pense là encore qu'il faut faire confiance aux élus Mmh. et aux habitants qui savent porter aussi leur voix auprès des élus, alors même que quand il y a des élections, les citoyens ne viennent pas forcément voter et qu'il n'y a pas de minimum de participation. Autre sujet, vous avez beaucoup fait évoluer le texte sur les questions de délégation de compétences entre collectivités. Aujourd'hui, il y a des articles, hein, 11-11-8, et cetera, qui permettent pas mal de choses d'ailleurs. Je me permets de glisser, malheureusement pas assez, entre EPCI et collectivités elles-mêmes et passants. Et vous avez échangé beaucoup de choses et je n'ai pas toujours compris ce qu'il y avait de totalement neuf. J'ai eu le sentiment parfois qu'on ajoutait des dispositifs à des dispositifs qui existaient déjà. Donc je serais ravi d'entendre, votre exposé sur ce qu'il y a de neuf. Il y a certains aspects de neuf, mais
Je suis très à l'écoute là-dessus. Alors, nous partons d'une analyse et d'une évaluation, c'est que notamment l'intercommunalité, qui est un bienfait, ne nous méprenons pas. Mmh. Moi, je suis très favorable aux intercommunalités, mais aux intercommunalités heureuses, si je puis dire. C'est-à-dire qui partent du principe de subsidiarité, on fait ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et que on a aujourd'hui un héritage qui reste encore très douloureux dans certains territoires et même bloquant, et c'est ça le sujet, parce qu'il y a eu des mariages forcés, des mariages contraints pour des questions d'argent, des communes décidaient ou des communautés de communes décidaient de passer en communauté d'agglomération parce que je rappelle que sous le quinquennat précédent, il y avait des baisses de dotation et vous aviez plus de dotations selon la catégorie d'interco Mmh. où vous étiez. Et puis, on a aussi le cas de petites communautés de communes qui exerçaient beaucoup de compétences communales, en quelque sorte, qui ont intégré une communauté d'agglomération qui ne peut pas assurer des compétences, je prends l'exemple de la compétence scolaire, et les communes se retrouvent à gérer cette compétence et à réinventer des syndicats, alors même, je vous rappelle que la loi NOTRe disait plus de grosses intercos et plus de syndicats. Et on voit bien que tout ça, ça bloque et que les élus sont obligés d'inventer des choses, des conventions qui sont parfois à la limite de l'exercice, puisque la convention entre communes et interco, elle peut avoir une durée de vie euh, qui doit être parfois limitée. Bref, nous sommes partis de cet objectif de l'efficacité qui se double d'un objectif qui est de ne pas recréer un Big Bang territorial dont les élus ne veulent pas. Ils ont passé 3 ans à se réorganiser, ça suffit. Ils ne veulent pas déménager tous les 3 ans. Et en plus, nous savons, parce que nous sommes modestes et réalistes, que refaire un Big Bang serait aussi hasardeux que le précédent. Donc nous avons constaté qu'il y a une organisation territoriale. Ce qu'il faut mettre dedans, c'est de la souplesse et de l'agilité et de faire ce qu'on appelle des champs des possibles. Et donc, nous pensons que les compétences sont affectées à des catégories de collectivités ou de groupements, mais qu'il peut y avoir de la détente dans ces sujets. Je vais prendre un exemple sur les métropoles. Les métropoles ont la compétence voirie, ce qui est normal parce qu'elles ont la compétence mobilité. Il faut qu'elles puissent avoir la main sur les axes routiers structurants pour faire passer des bus ou des trams. Mais la compétence voirie a été définie dans sa totalité. Ce qui veut dire que la métropole, elle doit aussi gérer le fameux nid de poule de la 47e rue, de la 48e commune, qui est à 80 km de la métropole. Sincèrement, moi, je ne pense pas que le nid de poule aide la métropole à rayonner et que peut-être que la proximité est la meilleure réponse. Donc, faisons de l'intérêt communautaire là où c'est nécessaire et si les gens le veulent. Et D'ailleurs, l'intérêt communautaire sur les voiries était en métropole et communauté urbaine était une demande de France urbaine à laquelle que vous avez écouté. ben, enfin, ce que nous apportons dans la loi, Mmh. ce ne sont pas des inventions de sénateurs désœuvrés. Mmh. Ce sont des- C'est pas ce que je disais non plus, hein. non, mais vous ne l'avez pas dit, mais certains pourraient penser que les sénateurs ont des marottes, et notamment celle du détricotage. Alors, moi, je ne sais pas ce que Mmh. ça veut dire détricoter. Je dis juste que nous osons des propositions qui sortent du fait que ça ne marche pas. Moi, je veux bien qu'on nous dise: «Ah non, mais c'est le cadre, vous restez dans le cadre». Bah oui, mais ça ne marche pas. Comment je fais? Est-ce qu'on peut juste permettre de viser l'objectif qui est l'efficacité? Et là où il y a besoin, on donne de la souplesse au lieu de garder cette rigidité infernale Mmh. du seuil ou de la norme, quoi. Voilà, je veux dire, la vie, elle ne se fait pas avec la norme ou avec le seuil. Et nous permettons que d'une collectivité à une autre, il y ait de la délégation, que la région puisse déléguer au département euh,
une partie de sa compétence économique. Je pense par exemple aux très grandes régions et je pense aux questions que nous avons eues au moment où, souvenez-vous, il y a eu des grandes inondations, des catastrophes naturelles Mmh. et qu'il a fallu aider un boulanger parce qu'il fallait qu'il reconstruise son fournil et que des très grandes régions qui étaient sûrement volontaires sur le sujet n'avaient pas la réactivité nécessaire parce qu'elles sont très loin. Il y a des procédures très longues. Peut-être que le département, parce qu'il est plus proche et qu'il a une compétence en solidarité territoriale, il est le mieux placé. Donc nous permettons qu'entre collectivités, on contractualise Mmh. et que ce ne soit pas une redistribution comme ça, selon l'humeur du jour, en disant moi je veux plus de ça, tu prends ça, et qu'on se partage les choses en désordre. Non, non, c'est de dire sans doute que dans notre région, il y a nécessité de permettre au département d'exercer cette aide, par exemple, au commerce de proximité à ma place. On fait une convention qui est claire, on définit les conditions, voilà. On ne fait que des choses de bon sens. Et ça, alors, qui agace, parce qu'on n'arrête pas de nous dire, mais ça, on vous a déjà dit que c'était interdit, c'est pas possible. Bah, excusez-moi, mais si le cadre qui a été donné bloque et empêche d'agir, excusez-nous, mais est-ce qu'on peut se retrouver au titre de l'efficacité? Et un autre exemple sur les intercommunalités, j'ai vu des exemples d'intercommunalités qui étaient une communauté d'agglomération, qui était issue de petites communautés de communes, qui avaient la compétence scolaire. Mmh. Aujourd'hui, les communes se retrouvent à gérer ça et elles doivent inventer des syndicats, donc alors on se complique encore les choses. Pourquoi on ne permet pas euh, à l'intercommunalité, pour cet exemple, c'est une communauté d'agglomération, de dire bah, la compétence scolaire, c'est moi qui l'exerce sur une seule partie de mon territoire. Et ça se fait avec l'accord du conseil communautaire, les conditions sont définies, les modalités d'application et les conditions financières. Donc franchement, On le quel fait déjà malheur. parfois par des conventions, dans le cas des comités d'agglomération, c'est 52-16-7-1, mais c'est vrai que le modèle de convention, on trouve vite ses limites. Et les délégations de compétences qui existent entre collectivités, c'est vrai qu'on les a réinventées, par exemple, dans la loi sur l'eau que Oui. vous aviez adoptée, c'est une extension, quoi. Mais est-ce qu'on va jusqu'à la compétence à la carte, enfin, est-ce qu'on va jusqu'à cette fameuse intercommunauté à la carte? Parce qu'on s'en rapproche. Moi, à titre personnel, je pense que ça a beaucoup de mérite, mais on va carrément de là ou pas, à terme? Mais nous sommes sur cette idée d'intercommunalité à la carte. Alors, ce mot-là est un péché mortel, Mmh. c'est-à-dire aux yeux des puristes et d'un modèle, mais moi je respecte ceux qui ont une autre vision de nous, qui disent non, 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 il faut que ce soit clair, c'est l'interco qui doit faire ça parce que nous, on pense que c'est bien. Bah, oui, sans doute, et c'est vrai dans beaucoup d'endroits, moi je ne conteste pas, mais qu'aujourd'hui, toutes les évaluations, toutes les estimations montrent que cette rigidité, cette uniformité pose problème et que sincèrement, moi je l'ai dit à des collègues qui trouvent que nous serions d'horribles destructeurs de mécanos. J'ai dit, mais si ces lois territoriales, elles étaient aussi lumineuses, est-ce que vous pensez qu'en 2021 et bientôt 2022, le gouvernement lui-même proposerait un texte au Sénat d'assouplissement? Donc, encore une fois, il s'agit juste de répondre à cet objectif d'efficacité jusqu'au dernier kilomètre. Et s'il y a des endroits où il faut que pour partie on gère des choses, laissons-le faire. On l'a fait, rappelez-vous, dans la loi engagement et proximité, pour des policiers municipaux, des gardes champêtres. Si 4 Mmh. communes souhaitent partager un policier municipal ou un garde champêtre, c'est l'interco qui va le faire. Eh bien, appelons les choses par leur nom et arrêtons un peu les slogans de détricotage. Moi, je suis très paisible sur le sujet, mais sincèrement, si tout marchait, je ne pense pas que pendant la crise sanitaire, on aurait constaté des dysfonctionnements. Donc, mais de quoi a-t-on peur? Est-ce qu'on a peur de laisser aux élus la liberté? Ils sont responsables. Les élus locaux, les maires, les intercos,
sont au quotidien au milieu de leurs concitoyens. Ils expliquent, ils parlent, ils font des choses, ils savent aussi bien que le législateur ou les administrations centrales. Et un peu plus loin dans la loi, on parle d'autres éléments. Le comité État-région qui mérite, explication pour comprendre ce qu'on veut dire. Bon, conférence de dialogue État-collectivité, c'est un petit peu plus simple peut-être. Et puis vous avez osé, ouvrir la boîte de Pandore des, modalités, au minimum au stade de l'inscription à l'ordre du jour, des réflexions sur fusion entre conseils départementaux régionaux et cetera, qui est quand même pas un petit sujet. Surtout ça. Alors, je ne sais pas si je peux démarrer par le dernier parce qu'il est essentiel. Alors, peut-être le premier. On a constaté pendant la crise sanitaire des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont dus à quoi? Au fait qu'on a des politiques qui sont partagées entre l'État, qui a ses fonctions régaliennes, et les collectivités. Je prends l'exemple de la santé. En matière de santé, on a vu, et Dominique Bussereau, qui est encore président de l'Association des départements de France, lui-même a dit qu'alors même qu'en tant que président de département, il avait la responsabilité des EHPAD partagée avec l'État par les ARS, il avait appris par la presse qu'il y avait des sujets, enfin un cluster, et des morts dans ces EHPAD. Ça veut dire que l'ARS, je ne remets pas en cause les personnes, mais ça veut dire qu'on a aujourd'hui un fonctionnement qui fait que chacun est dans son silo. L'ARS donnait ces informations au ministre de la Santé à Paris et que le président du département, qui a la responsabilité des EHPAD, n'avait pas d'informations de l'ARS. Donc, nous, on pense qu'il faut, comme on est favorable à un dialogue entre les collectivités, il faut absolument officialiser, si je puis dire, des comités d'échange et de dialogue entre l'État et les régions, l'État et les collectivités pour parler de sujets partagés. Sinon, ça veut dire quand on est deux sur une fonction, s'il y en a un qui avance seul, sans informer l'autre ou sans concertation, la chose ne marche pas. Et enfin, sur le deuxième sujet, nous voulons effectivement, notamment sur des opérations d'urbanisme. Aujourd'hui, quand un maire ou un EPCI a un projet d'opération d'urbanisme, il doit travailler avec 4 ou 5 services ou agences de l'État. Or, chaque service, chaque agence a son avis sur le sujet, sur une thématique. Et que vous pouvez avoir 5 avis qui sont contradictoires ou incompatibles. Et qu'il faut absolument que l'État parle d'une seule voix, c'est-à-dire qu'autour du préfet, on ait un chef d'orchestre qui décide et qui tranche. C'est un peu comme ça se passe dans un gouvernement ou dans une loi qui fait appel à 4 ou 5 ministères thématiques, à un moment, c'est le Premier ministre qui dit « j'arbitre entre tout ». Eh bien, aujourd'hui, ça ne se fait pas assez au niveau de l'État qu'on appelle déconcentré, il faut le faire, et on aura sûrement l'occasion, au travers de vos questions, de parler aussi des missions de délégué territorial qu'on donne au préfet sur l'ADEME, c'est la même idée. Et puis, enfin, sur cet élément très important de possibilité d'évolution d'organisation territoriale. Je pense qu'aujourd'hui, on a des sujets sur lesquels il y a un constat qui est le même. On a créé parfois des très, très grandes régions, je pense au Grand Est ou à l'Aquitaine, qui sont difficiles, on voit bien, à porter, voilà, et que ça a renforcé le rôle du département naturellement. Bon, il appartient à chaque région de s'organiser, et en tout cas, nous n'avons pas la prétention de proposer, alors en l'occurrence, un détricotage des régions, une réorganisation. Mais on voit bien qu'il y a nécessité de répondre à une demande qui peut, par exemple, concerner, pardonnez-moi, la région Bretagne. La région Bretagne est aujourd'hui une région à 4 départements. Alors, je ne vais pas parler
dégradation de la Loire-Atlantique. Bon, voilà, parce qu'on en a même parlé. Bon. Mais la Bretagne est une région qui a une identité forte, qui a deux métropoles à chaque extrémité, qui partagent une même culture, une géographie qui permet peut-être de faire qu'on peut avancer vers une assemblée unique de Bretagne. Alors là encore, c'est pas l'idée d'une sénatrice désœuvrée, mais pendant la campagne des régionales et des départementales en Bretagne, j'ai beaucoup entendu ça. Et que les gens, les candidats eux-mêmes, évoquaient l'idée d'avancer vers une assemblée unique de Bretagne. La loi le permet, il n'y a pas besoin de Après tout, révision on l'a fait, constitutionnelle. après tout, on l'a fait en Corse, en Guyane et en Martinique, hein. Voilà, et que moi je pense que s'il y a une aspiration des conseils départementaux et des conseils régionaux, il faut leur permettre, et on a donc facilité, les choses. Et tout ça pour dire que ce qui ressurgit en ce moment partout, c'est le conseiller territorial. Parce que quand on s'interroge sur l'abstention au département, aux élections départementales et régionales, et tout le monde dit on a parlé de tout sauf des compétences, moi, je pense sincèrement que le conseiller territorial était une idée extrêmement intéressante. Pourquoi? Elle simplifiait le fameux millefeuille qui peut être délicieux, sauf quand il est lourd et indigeste, comme le millefeuille territorial. Et surtout, elle permettait aux conseillers départementaux d'avoir un horizon qui est un horizon régional et aux conseillers régionaux d'avoir une vision de proximité. Et je prends encore l'exemple, pardonnez-moi, de la Bretagne. Nous avons une communauté d'agglomération qui est à cheval sur 2 régions et 3 départements. Et que moi, je pense que sur des évolutions qui sont nécessaires et des évolutions lourdes, il faudra sans doute se réinterroger sur la possibilité d'un conseiller territorial. Je ne dis pas que c'est le remède à tout, mais cette proposition, elle avait du sens, elle avait de l'intelligence, et je pense qu'elle avait de l'efficacité. Et moi, je suis heureuse qu'on reparle de ça sans avoir envie de passer notre temps au Sénat à faire des révolutions. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'on doit pouvoir permettre d'évoluer. Vous voyez, on a fait, vous l'avez dit, en Corse ou dans les territoires d'outre-mer, il y a une assemblée unique. Ça marche bien. En Bretagne, on ne cherche pas à devenir une république. On veut juste être efficace et intelligent. Et on a une habitude de coopération. Euh, dans la région Grand Est, le gouvernement a choisi de faire un droit d'exception, qui est la communauté européenne d'Alsace. Moi, le droit d'exception, j'y suis pas vraiment favorable, parce que ça veut dire qu'on additionne des individualités. Il vaut mieux faire de la différenciation et permettre que dans une région française qui aurait cette aspiration, on puisse aussi euh, aller vers cette nouvelle organisation qui, comme vous le dites, existe déjà en Corse. Moi, ça me va très bien, et donc la loi va le permettre. Et vous voyez, ça donne votre question me permet de rappeler notre esprit. La loi, au lieu de corseter, d'enfermer en disant mais nous, à Paris, on sait ce qui est bon pour vous et voilà le traitement qu'on va vous infliger, ça peut être un traitement qui est positif. Non, on fait un champ des possibles. Et donc on dit, écoutez, si là où vous êtes, il y a une intelligence territoriale et que les territoires ont envie de faire, eh bien la loi, elle peut permettre. Donc je trouve que alors, cette loi, elle n'intéresse pas le grand public, sauf que euh, la loi, cette loi, c'est de la mécanique qu'on fait pour rendre service aux gens. Il ne faut jamais oublier l'objectif qui est le nôtre, c'est de construire un mécano qui doit permettre, encore une fois, d'être efficace pour les gens, que les gens ils aient accès aux soins, qu'ils aient accès à la mobilité, que l'école soit gérée, c'est ça. Donc, c'est un objectif qui est vraiment fait pour nos concitoyens et que ça, c'est pas un truc d'élu, même s'il y a un peu de mécanique. Mais quand vous construisez une voiture, quand vous concevez une voiture, pourquoi vous le faites? C'est pas pour que les ingénieurs et les mécaniciens se fassent plaisir. C'est pour que des gens puissent avoir un véhicule qui leur permette de répondre à leurs besoins. Cette loi, c'est un, enfin, moi je dis, ça peut être un grand truc dans ce sens-là.
Autre élément, le projet de loi reprévoyait de relancer les chefs de filât qu'on avait vus dans les lois de 2014 et Oui. 2015, hein, MPAM et NOTRe, qui, encore une fois, dans l'idée initiale de Jean-Marc Ayrault, devaient être des choses très importantes, puis s'était retrouvé à Fadi, puis voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais chefs de filât. Par exemple, aujourd'hui, les rapports de compatibilité des SRADET et SR2I sont un vrai chef de filât, ou sur les aides de développement économique. Mais Mm. quand j'ai vu le projet de loi avec des chefs de filât, alors au département santé, habitat et précarité, ils n'ont pas grand-chose à coordonner, un peu pour les communes, communautés, oui, bon, d'accord. Le bloc local, à chaque fois qu'on dit qu'il y a un chef de fila pour le bloc local, c'est pour dire qu'il y a un chef de fila, puisqu'il coordonne personne au-dessus, il n'y a personne en dessous. Donc là, c'est un petit peu de la moquerie, me semble-t-il. Et puis, j'ai vu à la région, chef de fila sur le climat et la biodiversité, l'aménagement et l'économie circulaire, mais via leur schéma, ils l'ont déjà un peu. Donc, j'ai compris que ça pourrait être pour les actes et pas uniquement le rapport de convalidité des schémas, ça ne m'a pas échappé. Mais j'ai eu le sentiment que c'était soit flou, soit un peu creux. Et qu'avez-vous fait de ce matériau-là? Et est-ce que vous êtes d'accord avec mes constats ou est-ce que j'ai loupé des trucs? Non, non, alors, le chef de fila est une notion, comment dire, difficile à définir. Ça a Ouais. été inventé pour reconnaître une réalité qui est le fait qu'il peut y avoir plusieurs acteurs à agir. On va prendre l'exemple du tourisme ou l'exemple du sport ou de la culture, où on dit, voilà, il y a des compétences, où il y a plusieurs acteurs, il y a des niveaux différents. Et à un moment, sans doute faut-il que dans cette file d'acteurs, il y ait un chef et que le Mhm. chef coordonne. Et qu'on a même eu dans les débats des amendements pour définir ce qu'est un chef de fila. Bon, ou comme une autorité organisatrice. Moi, j'avoue que je pense que ça n'est pas possible, que c'est une notion, alors certains vont la trouver abstraite, mais c'est une notion qui est intéressante quand on doit avoir de la souplesse et de l'articulation. Et que nous avons pensé que, notamment en matière d'environnement et de climat, il y a des enjeux à des échelles territoriales et il fallait que la région soit sans doute un chef de fila parce que nous pensons, et en donnant au préfet comment dire, la fonction de délégué territorial, Mhm. nous voulons ramener dans le champ régional toutes ces compétences qui deviennent très importantes. Nous le faisons aussi pour un certain nombre d'aides, vous avez vu, de l'ADEME, etc., où nous pensons que la région doit avoir un rôle majeur parce que ça a un lien, comme vous le dites très bien, avec la compétence d'aménagement et de structuration, mais aussi un lien avec la compétence économique. Donc il ne s'agit pas de dire que cette compétence relève d'une seule collectivité, mais il faut affirmer le chef de fila de la région dans ses champs de compétences et qu'il faudra, dans les territoires, définir son ampleur et sa nature. Autre gros volet de la loi, tout ce qui est mobilité, mais aussi environnement, biodiversité, réchauffement climatique. Le projet initial, je le rappelle, c'est décentraliser les tronçons de route nationales au Oui. département, ce qui n'est pas nouveau, c'est une nouvelle volée. S'appuyer sur les collectivités à d'éventuels investissements sur la majorité, expérimenter la décentralisation des routes nationales aux régions, ce qui a entraîné un psychodrame du côté de l'Assemblée des départements de France. Mais on rappellera que c'était un, une expérimentation, et deux, que les routes régionales existent outre-mer depuis le 13 août 2004, enfin la loi du 13 août 2004. Donner aux intercommunautés la possibilité de diminuer la pollution routière via une réforme des ZFE, des zones à faible émission, qui est un sujet, et bon, des éléments sur les petites lignes ferroviaires et les gares. Et il me semble aussi que là aussi, les lignes ont beaucoup bougé dans la loi, en l'état évidemment de cette première lecture Sénat. Qu'en est-il, Madame la sénatrice? Alors, sur les ZFE, nous souhaitons par cohérence nous aligner naturellement sur ce qui a été voté en climat et résilience. Parce que vous voyez, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a des bouts de dispositions qui ont été traités ailleurs. Alors, Mhm. sur les transferts potentiels des routes. Alors ça, je vous remercie de me poser la question parce que c'est un sujet majeur.
Le gouvernement est arrivé en disant, voilà, on peut transférer, si les collectivités le veulent, des routes nationales, nous allons dire lesquelles d'abord, voilà. Et il y a une hiérarchie dans l'ordre comment dire, de volonté de prendre des routes ou pas. Alors, le gouvernement avait défini un ordre, métropole, département, région. Donc, en gros, pour les départements notamment, s'il y avait un transfert, le transfert était définitif. Les régions arrivaient en troisième position, c'est-à-dire en gros, elles pouvaient prendre dans la corbeille offert ce qui restait, elles n'avaient pas le choix, et elles le faisaient dans un cadre d'un transfert qui était à durée trop courte pour nous et qui nécessitait qu'on soit attentif aux conditions, notamment de transfert, de financement du transfert. Parce que c'est pas rien. Bon. Et donc, nous, on a remis un peu d'ordre dans l'affaire. On a dit qu'effectivement, on était favorable dès lors que les collectivités ou les métropoles le souhaitaient à ce qu'il y ait un transfert potentiel. Nous avons demandé que la carte nous soit transmise avant qu'on puisse décider, parce que, je veux dire, on nous demandait de nous prononcer sur cette possibilité de transfert sans savoir de quoi on parlait. Ça veut dire que les régions, les départements, les métropoles pouvaient dire oui, ça nous intéresse, mais ils n'avaient pas vu de quoi on allait parler. Donc, on a réussi à obtenir la carte. Et ensuite, nous, on a demandé qu'il y ait une concertation préalable autour du préfet, des métropoles, des départements et des régions, de façon à ce que ce soit cohérent. Parce que qu'est-ce qu'il peut arriver? On va prendre l'exemple d'une métropole qui est traversée à un moment par une route nationale qui sert de rocade, en quelque sorte, et qui a un double usage, qui est un usage de transit de boulevard urbain, mais qui est un usage de desserte de la région, donc un enjeu national. On ne peut pas penser que la métropole pourrait se voir accorder la gestion de cette route, la transformer en boulevard urbain, alors que cette route a une vocation de desserte nationale. Donc, nous souhaitons qu'il y ait de la cohérence et que si les métropoles, les départements et les régions souhaitent ces transferts, qu'ils se mettent d'accord entre eux et que ce soit vu ensemble. Première chose. Deuxième chose, nous avons un sujet parce que les départements ont une compétence en matière de route et un savoir-faire qui est bien connu. Ce n'est pas le cas pour les régions. Les régions n'ont pas de service et elles ne gèrent pas les routes. Donc, ça veut dire que c'est une compétence nouvelle qu'elles devront acquérir. Alors certes, il y aura les transferts de personnel des régions, mais ça n'est pas rien. Et qu'on sait que, donc il faut du temps pour s'approprier le sujet, et il faut aussi du temps sur ces sujets-là, parce que quand vous devenez gestionnaire d'une route, ça veut dire que vous avez un intérêt majeur pour réaliser des aménagements ou pour remettre en état. Et que c'est un sujet qui ne peut pas être traité en 3 ans. Parce qu'il faut d'abord qu'avant que la région demande le transfert, vous ayez une évaluation précise de l'état de la route, que vous connaissiez les conditions financières de ce transfert, que vous ayez maîtrisé les aménagements qu'il va falloir faire et que vous soyez rassuré sur le fait que l'État qui vous aura transféré cette route non seulement vous indemnise de ce transfert, mais vous accompagne dans la réalisation d'ouvrages qui seraient nécessaires parce que ces routes continuent à garder un caractère national. Donc nous avons prolongé la durée de l'expérience, nous souhaitons qu'elle dure le temps et nous avons sécurisé les conditions du transfert et les financements des nouveaux investissements. Alors sur, les mobilités et l'environnement, aussi, bon, il y a, quelques ajustements qui concernent, l'ADEME, le fonds chaleur, fonds d'économie circulaire, très bien. Mais je voudrais vous interroger plutôt sur des qui semblent importants, mais je voudrais vous poser des questions sur
les régions, les zones Natura 2000, les espaces naturels protégés, tous ces domaines qui sont importants, mais pour lesquels on continue à avoir un réel embrouille et lamini dans les répartitions de compétences de chacun. Et il me semble que c'est également le cas du trait de côte, où on nous annonce un régime juridique clair, mais je ne suis pas certain qu'on l'ait encore vu. Donc, je serais très, très preneur de vos explications à ce propos. Oui, alors mes explications seront moins, comment dire, fines que sur les autres sujets, puisque c'est mon collègue Mathieu Darnaud qui traite ce sujet. Nous pensons que sur les espaces Natura 2000, qu'il y ait une compétence de gestion qui soit donnée aux régions, ça nous va bien, sachant qu'on a aussi des espaces qui sont gérés par les départements. Ouais, les Et ENS, que, ouais. voilà, et que nous pensons que il ne s'agit pas de dire on transfère tout aux régions quand les départements ont fait la preuve, de leurs compétences. Mais il nous semble que là encore, dans un esprit de cohérence, il faut que souvent tous ces espaces ou ces sites sont l'émanation de volonté territoriale et de projets et d'éléments stratégiques pour l'avenir de ces territoires. Et que nous pensons que l'échelle régionale, elle est pertinente et que naturellement, la région devra sur ces sujets travailler avec d'autres collectivités que peuvent être les départements ou que peuvent être les communes, parce que parfois, il y a des décisions sur des espaces naturels classés, il peut y avoir des autorisations de police du maire qui doivent pouvoir intervenir. Mais dans une logique où aujourd'hui, l'enjeu, on va dire, de la transition écologique, l'enjeu de l'environnement nourrit nourrit l'action de l'ensemble des collectivités. Je pense qu'il faut que ces sujets-là soient traités selon le principe de subsidiarité, c'est-à-dire au bon niveau. Et très sincèrement, je pense que le niveau régional est plus performant que l'échelon national parce que ça participe aujourd'hui d'un vrai projet de territoire et qu'aujourd'hui, l'État ne doit plus être en défiance par rapport au territoire, pensant qu'il serait récalcitrant à des politiques environnementales ambitieuses. Regardez les projets qui apparaissent en matière de parcs naturels. Dans ma Bretagne, aujourd'hui, il y en a un magnifique dans le golfe du Morbihan, il y en a un du côté de la côte nord de Saint-Malo et d'Ina. Moi, je crois que les élus, ils portent bien cette ambition et il faut pouvoir, avec l'aide de l'État qui ne doit pas les abandonner, pouvoir conduire ces choses. Et quand, par exemple, nous avons accepté de manière très positive la proposition de l'État de confier au préfet le rôle de délégué territorial de l'ADEME, c'est parce que nous ne pouvons plus avoir des agences, des missions de l'État qui sont confiées à des agences qui sont totalement autonomes en l'occurrence. Et que l'ADEME, comme d'autres agences d'ailleurs, elles ne rendent compte qu'à leur ministre, elles ne s'appuient pas en gestion sur des projets territoriaux. Vraiment, moi, je pense que si aujourd'hui on a une affirmation de l'appropriation par les collectivités territoriales de tous ces sujets d'environnement et d'économie circulaire, c'est un degré de maturité formidable. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on fera partager cette culture de transition écologique et environnementale qui est nécessaire. Donc là, je trouve que c'est une belle ambition. Autre volet, le troisième, pardon, c'est l'urbanisme logement, avec, alors, dans le projet initial toujours, des petites choses qui étaient rien de révolutionnaire, mais on a eu beaucoup de grands textes ces dernières années là-dessus. Mais des petites choses qui sont en général considérées comme utiles, délégation complète des compétences en matière de logement au profit des EPCI, accélération de la récupération des biens vacants centre-ville, on passe de 10 à 30, de 30 à 10 ans, ce qui serait quand même Oui, bien, parce qu'il y a quand même des vrais problèmes d'encreuse et d'édifices qui absolument. menacent ruine et qui ne sont pas utilisés. Sur les ORT, opérations de réalisation territoriale, élargissement à certaines agglomérations, etc., aide, coopération entre départements et EPCI sur les PLH. Sur ces éléments-là, qu'avez-vous fait avancer comme ligne?
Alors, le volet logement était en quelque sorte un peu incongru dans ce texte. Mhm, Le gouvernement l'a intégré parce qu'il y avait une urgence. Sur le volet logement social, c'est essentiellement celui-là qui est travaillé, les opérations de revitalisation dont vous parlez, parce que la loi SRU s'éteignait en 2025. Mes collègues, et notamment la rapporteure Dominique Estrosi-Sassonne, avec Valérie Létard, venaient de faire un rapport sur la loi SRU. Donc là encore, je trouve qu'il y a une ambition qui est extrêmement importante de sortir d'un modèle qui est un modèle qui punit et un modèle qui culpabilise. Donc vous vous rappelez, cette loi sur le logement social, elle est souvent pour les gens limitée à ce concept d'une obligation de logements sociaux, 20% de logements mhm, sociaux. Voilà. Bon. Et celui qui fait est un être bon, celui qui ne fait pas est sûrement un malfaisant ou un malveillant. Et donc, on avait développé à l'égard des maires de la méfiance, de la défiance. Et en même temps, si cette loi avait été aussi géniale, elle aura encore une fois réglé les choses. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on n'arrive pas à atteindre les objectifs, parce qu'encore une fois, le réel est plus fort que le diktat qui naît d'une idée qui est généreuse et qui est juste. Et donc, le Sénat a profondément fait évoluer les choses d'une manière exigeante, en ce sens qu'il a affirmé la nécessité et l'enjeu de l'accès au logement pour tous et de la mixité sociale, mais qu'il a pris en compte des réalités, puisque on pouvait avoir des choses très étonnantes qui faisaient que, par exemple, une commune, une ville qui a déjà 40% de logements sociaux devait continuer à construire des logements sociaux, ce qui fait que vous aggraviez la situation de pauvreté de la ville et ce concept de ghetto. Et que donc le Sénat a adopté le fait qu'une commune qui a dépassé son obligation de quota de logements sociaux, elle ne soit plus contrainte de faire des logements très sociaux, mais plutôt des logements sociaux ou intermédiaires, qui fait qu'on mhm. va ramener dans des quartiers ou dans des villes des populations différentes et qu'on va arrêter de ghettoiser. Ensuite, on permet qu'il y ait une sorte de mutualisation au sein d'un EPCI des obligations qui sont faites. C'est-à-dire que parfois, on a des communes qui sont touchées par la loi littorale, par les obligations de prévention en matière d'incendie ou peu de surface ou par des biens que les communes n'arrivent pas à acquérir, donc on essaie de mutualiser. Et surtout, on s'assure que les pénalités, celles qui resteront imposées, elles seront bien utilisées pour aider à la construction de logements sociaux. C'est-à-dire, on construit un système qui est moins aveugle et moins dogmatique que celui qui existait avant, qui laissait penser que par l'obligation on était vertueux. Là, il y a une exigence et une obligation, mais à partir d'une évaluation extrêmement stricte et précise, on remet de la capacité à faire. Et surtout, on lève des verrous. Alors, vous avez évoqué ce fait qui est pour les communes, c'est insupportable. Ce sont ces fameux biens sans maître Mm. pour lesquels, on va dire, l'échéance de considération d'un bien sans maître est aujourd'hui de 30 ans. Et sincèrement, laisser 30 ans avant qu'un héritier ne revienne d'Amérique ou de la Lune pour dire qu'il a un droit à la propriété, moi je pense que c'est Mm. excessif. Donc le gouvernement le ramène à 10 ans dans le cadre d'opérations de revitalisation ou d'intérêt général. Nous aurions voulu qu'il soit généralisé parce que vous avez aussi dans des petites communes, et vous connaissez bien ça, qui aujourd'hui sont touchées par le zéro artificialisation, donc elles Mm. n'ont pas le droit de construire à l'extérieur. Elles voudraient faire une petite opération de renouvellement urbain. Quelquefois, c'est une maison dans une rue, Mm.
qui est dans un état de ruine absolue, qui donne l'impression de quartier délaissé, qui est même dangereuse, où la commune, elle pourrait faire une opération. Elle pourrait elle-même construire des logements à caractère social. Mais elle ne peut pas à cause de ces 30 ans. Et nous n'avons pas pu généraliser cette disposition parce que aujourd'hui, on sait que quelqu'un qui a un droit à prétendre à la propriété, il peut se manifester jusqu'à 30 ans et que si on descend à 10 ans, s'il n'y a pas un intérêt général qui permet d'atténuer ce droit à la propriété, si un propriétaire ou quelqu'un qui a le droit à la propriété réapparaît au bout de 15 ans ou 20 ans, il va pouvoir demander à la commune de l'indemniser. Voilà. Mais moi, je pense qu'on a un vrai sujet sur le droit à la propriété, parce que qui, parmi nous et au-delà de nous, peut croire qu'un propriétaire serait, enfin, je veux dire qu'un héritier, ou voilà, aurait besoin de 30 ans et comporterait atteinte au droit à la propriété si on ne laissait pas ce délai de 10 ans. Sincèrement, moi je pense que les notaires, aujourd'hui on voit bien quand ils gèrent des héritages, ils font appel à des cabinets de généalogie pour retrouver les héritiers potentiels. Eh bien, moi je pense qu'il faut qu'on avance sur ce sujet parce que c'est vraiment un verrou dans les petites communes et que nos petites communes ont vraiment besoin aussi d'avoir du logement, d'avoir un bourg qui se tient. Et les choses se dégradent vite quand on a un bien qui est en déshérence, parce que c'est le mot, au-delà de 10 ans, nos concitoyens ne comprennent pas. Et franchement, on ne peut pas imposer à des maires zéro artificialisation et ne pas leur permettre de faire dans le bourg une maison, 2 maisons ou 4 logements. Parfois, ces communes en ont énormément besoin pour maintenir une école. Donc là, on n'a pas réussi à faire bouger la ligne, mais il faudra vraiment pousser les feux sur ce sujet. Autre chose que vous avez totalement ajouté dans le texte, c'était les 3 articles sur les chemins ruraux avec la possibilité, un d'échange de parcelles, 2 d'enquête de recensement des chemins ruraux permettant d'en faire sortir un peu de manière faciliter ceux qui n'y sont pas, mais d'interrompre la prescription de trentenaire pour les autres. D'ailleurs, on aurait peut-être pu envisager carrément de supprimer la prescription de trentenaire. Ça a été censuré une fois par le Conseil concite, mais pour des raisons de Oui. cavalier. Et puis la prohibition de randonnée. Et puis dernier élément, le fait qu'une fois que la commune a fait ce plan de révision, ça s'impose aux PIDR en fait, aux plans départementaux de citernes de randonnée. Ces éléments-là, bon, moi en tant que praticien, là pour le coup, je suis très content. Est-ce que cette formulation vous convient ou est-ce que vous vouliez aller au-delà? Et est-ce que c'est des choses qui ont des chances de passer à l'Assemblée selon vous, même si vous n'avez pas de boule de cristal? Non, mais j'ai de l'espérance dans le bon Oui. sens. Alors, ces dispositions sur les chemins ruraux ont déjà été votées au Sénat dans une PPL. Et Mmh. effectivement, comme vous dites, elles font partie du quotidien des élus, on ne s'en sort pas. Franchement, voilà. Donc, moi, je suis contente que, voilà, on l'ait intégré dans la loi. Sincèrement, moi, je ne vois pas au nom de quoi les députés s'attaqueraient aux chemins ruraux. Je pense que ça ne va pas être un blocage pour D'accord. l'espoir d'une CMP conclusive. Mais si on peut aller plus loin au travers de la navette, moi, ça me va bien. Donc, ce que vous venez de dire m'intéresse bien. Il faut pousser les feux. 4e gros volet, santé, cohésion sociale scolaire avec, bon, là aussi dans le texte initial en tout cas, des choses qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas bouleversantes sur les ARS, sur la recentralisation expérimentale du RSA, mais enfin, c'est déjà pratiqué pour plusieurs départements de toute manière, enfin, notamment Guyane. Le chef de file à 2 départements pour l'inclusion inclusif, mais c'est un prolongement de ce qui existe Mmh. déjà. Bon, certains règlements pour les pupilles, la possibilité pour les métropoles d'avoir un CIS, mais enfin, c'est une correction d'un bug législatif antérieur. Par contre, plus sérieux peut-être, la réforme de la protection de l'enfance, mais en fait, pour lesquelles il y avait déjà énormément de choses dans les tuyaux. Sur tout ceci, madame la sénatrice, quels ont été le contenu de ce que vous avez mis dans ces projets de réforme? Et je vous pose la question avec d'autant plus d'acuité que je n'ai pas pris le temps de le regarder moi-même pour l'instant. Alors, on n'a pas encore, on commence à débattre de Oui. ce sujet. Donc,
vous n'êtes pas du tout en retard, maître. Alors, euh, il y a effectivement beaucoup de tuyaux. C'est un, comment dire, le gouvernement est comme un orgue, hein, voilà. Et Mhm. dans le tuyau, entre autres, il y a un texte qui se discute, d'ailleurs, je crois bien, à l'Assemblée en ce moment, autour de la petite enfance. Voilà, la protection de l'enfant. Oui. Et va venir un texte sur le vieillissement ou la dépendance. Donc, ça veut dire que ce texte ne va pas forcément intégrer beaucoup de choses, mais qu'il y a des éléments à intégrer, ceux qui ont trait au champ de, encore une fois, de la capacité des collectivités à exercer les services attendus. Donc, un des premiers points que nous allons prendre, c'est l'obligation du recours au traitement obligatoire de la, comment dire, de la prise en compte de la minorité, donc ce qu'on appelle l'aide à la détection, voilà, ou à Mhm. l'évaluation, pardon, de la majorité ou de la minorité de jeunes qui arrivent sur notre territoire. Pour les Aujourd'hui, MNA. Mhm. voilà, ouais, maintenant, aujourd'hui, cette disposition, elle existe depuis 2019, où il y a une faculté, une liberté pour les départements de faire appel au préfet et donc à l'État pour utiliser ce dispositif et ce traitement. La plupart des départements le font, et la métropole de Lyon, et il y a 15 départements qui ne veulent pas le faire. Or, nous, on constate que ce dispositif qui avait été mis en place par l'État en 2019 répondait à une nécessité. Je pense qu'on peut être tous d'accord, même si on n'a pas de défiance particulière à l'égard de qui que ce soit, que le fait que le recours à ce traitement national ne soit pas obligatoire génère un nomadisme des personnes qui essaient en quelque sorte de détourner l'aide sociale à l'enfance, puisque ça veut dire que des gens peuvent aller d'un département à l'autre, réitérer des demandes de recours à l'aide sociale à l'enfance, alors qu'ils ont été déboutés dans d'autres départements. Et que, au-delà du fait que ça génère de la fraude, appelons les choses par leur nom, et la fraude a un coût, ça génère aussi une multiplication de traitements dans les départements. Et quand on voit que dans les 15 départements qui aujourd'hui refusent de recourir à ce dispositif, parmi eux, il y a des départements qui accueillent 40% des mineurs non accompagnés. Ça pose quand même question. Et quand on voit que dans les chiffres que le ministère de la Justice a transmis en 2019, enfin 2020 pour 2019, parmi les près de 17 000 mineurs non accompagnés accueillis dans les dispositifs d'aide sociale à l'enfance, il y avait moins de 15% de ces jeunes qui avaient moins de 14 ans. Donc, Mhm. nous, en prenant dans ce texte l'obligation que le gouvernement a proposée, donc nous, on va dire oui, c'est dire que voilà, c'est de l'intelligence parce que ça évite que dans plusieurs départements, on fasse 3 fois la même chose. Et puis, un droit est un droit, mais l'abus de droit doit être reconnu. Donc, on va avoir des amendements communistes contre ça. Bon, on va les rejeter. Ensuite, on propose que la médecine scolaire, Mhm. qui figurait au départ dans le texte comme devant être transférée au département et qui n'y figure plus, le choix. Parce que aujourd'hui, on a des médecins scolaires et des infirmières scolaires qui sont rattachés à l'éducation nationale. Ces personnes sont sûrement très sérieuses, très consciencieuses. Moi, je n'attaque pas les personnes. Mais aujourd'hui, elles ne sont rattachées à personne. Et que quand on a la volonté, comme ce gouvernement, d'être très proactif sur la protection de l'enfance, il faut aller vers les enfants pour détecter les difficultés. Et où êtes-vous sûr de voir tous les enfants, sinon à l'école? Et qu'à l'école, vous allez détecter des difficultés
sanitaires, des difficultés psychologiques, mais aussi des difficultés sociales. Et qui a les réponses pour accompagner les enfants, développer de l'aide sociale, aider les familles? Le département. Le département a la compétence, il a l'expertise. Or, aujourd'hui, vous pouvez avoir une infirmière scolaire qui détecte des difficultés. Qu'est-ce qu'elle a comme solution? Moi, j'ai été mère pendant 17 ans. J'ai eu une fois un appel d'une infirmière scolaire d'un lycée parce qu'on avait quelqu'un, enfin une jeune qui était en grande détresse. Mais ça veut dire que l'infirmière, elle n'est même pas en articulation avec ceux qui ont les solutions. Vous voyez, c'est la cohérence. Donc, le département a les réponses et les solutions. Est-ce qu'on peut rattacher les gens qui ont les questions? Et donc, nous allons redemander que la médecine scolaire soit rattachée au département. Mais on va avoir un problème. Comme on va avoir un problème sur le rattachement des gestionnaires de lycées et de collèges aux présidents de département et de région. Puisque aujourd'hui, les lois font obligation aux présidents de département et de région de suivre des prescriptions pour l'alimentation des collégiens ou des lycéens. Or, le président de région de département n'a aucune autorité sur le gestionnaire qui fait les achats et parce que c'est un personnel d'État. Donc, si on pouvait remettre un peu de bon sens dans tout ça, mais nous ne pouvons pas le faire puisque s'applique l'article 40 que vous connaissez bien, c'est-à-dire nous ne pouvons pas engager une dépense pour les collectivités sans l'accord de l'État. Et que donc nous allons, peut-être en fin de semaine, ça dépend comment les articles avancent, ou en début de semaine prochaine, intervenir un peu fortement pour porter la parole des élus, parce que ça a été voulu aussi par les régions de France et par les départements et par les sénateurs, pour dire voilà, ces personnels doivent être transférés pour qu'il y ait de la compétence et de l'efficacité. Et la tentative, alors elle n'est même pas timide, elle est totalement abracadabrantesque, qui est mise dans le texte, où vous avez vu que le gouvernement a inventé la possibilité de la signature d'une convention entre le directeur du lycée et le président de région pour qu'éventuellement le président de région puisse demander au gestionnaire s'il aurait l'amabilité, la gentillesse de bien appliquer dans la cantine les obligations que la loi fait au président de région. Et encore, il n'y aura aucune obligation qui est faite. Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai regardé ça avec beaucoup de surprise. Ah ben, c'est du délire. Non, mais alors là, en l'occurrence, enfin, je veux dire, c'est inventer un machin archi compliqué qui ne marchera jamais. Soit on répond à la promesse qu'a faite le président de la République, qui a dit non, non, mais là maintenant, on va remettre de l'ordre dans tout ça et de la cohérence, soit on se dispense de faire des élucubrations de cette nature. Donc là, on va rentrer dans un chapitre fort, qui est un transfert de compétences en matière sociale, pour, encore une fois, au niveau des départements, sur les directeurs d'établissements petite enfance, sur la médecine scolaire, et puis sur les gestionnaires des lycées et de collèges. Et là, pour nous, c'est une ligne rouge absolue. Et encore une fois, ce n'est pas une ligne de caprice, parce que, non mais franchement, est-ce qu'on a compris les leçons des gilets jaunes, de la crise sanitaire? Est-ce qu'on veut qu'on soit efficace? Et que, sincèrement, pour le dire vulgairement, et comme c'est le 14 juillet, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour dire des choses comme ça, et on n'a pas besoin de faire une équation fort longue pour expliquer que c'est juste que du bon sens et de l'efficacité. Alors, si le gouvernement, il ne bouge pas là, sincèrement, moi, je ne donne pas cher d'une CMP conclusive. Ah oui, c'est on va pas à ce pouvoir point. on va pas pouvoir faire de l'eau tiède. Et attendez, nous, est-ce que vous voyez les sénateurs aller dire au président de région, non, non, mais vous inquiétez pas, on a la solution. Alors, faites cette espèce de convention. En plus, c'est une expérimentation. Hein. Et que c'est que si la personne veut bien, et c'est pas. Non, mais franchement,
Mais on a l'art Mais d'inventer pour des contourner choses. l'article 40, il faudrait que vous trouviez un accord avec le gouvernement pour que ce soit lui qui dépose des amendements, ce qui est plus compliqué. Ah bah, c'est pas compliqué, c'est fort simple. Il suffit qu'ils disent oui. Oui, d'accord. Bah, alors, franchement, maître, Mais il y a rien de plus simple et c'est un test de compréhension. d'accord. Si le gouvernement, il s'arc-boute là-dessus, Tu veux ta CMP conclusive, eh ben, tu déposes l'amendement en ce sens, c'est ça? bah, en tout cas, pour nous, c'est un test de compréhension, quoi. Soit le gouvernement comprend de quoi il parle, Mmh. soit moi, je ne sais pas pourquoi il amène un texte comme ça, quoi. Et je prête au gouvernement autant d'intelligence qu'au Sénat, quoi. Donc, je pense Mmh. qu'à un moment, il s'est un peu oublié. Bah, là, il a encore 2 jours pour. Non, mais parce que sincèrement, mais nous, comment est-ce qu'on pourrait accepter d'aller donner ce qui n'est même pas de l'eau tiède? Non, mais c'est. Franchement, non seulement on va se faire rire de nous, mais on va provoquer les gens. C'est pas possible. Mmh. On n'a plus le temps de s'amuser avec des folies artistiques comme ça, hein, dénuées de bon sens. Pas forcément le même ministère, c'est le problème. Oui, mais il y a un Le patron dans l'avion. oui, oui, non, mais Parce que ce qu'on nous je dit sur rappelais la des je médecine, rappelais des évidences pour les gens qui nous regardent et qui n'ont pas c'est forcément ces ça. préoccupations en tête. Parce que ce Voilà. qu'on nous dit pour la médecine scolaire, alors, parce qu'il faut, merci de rallonger ce volet, parce que ça me permet de répondre à une objection qu'on entend. Oui, mais alors, on en était persuadé, mais vous comprenez, il y a la Covid, il faut qu'on vaccine les enfants. Non, mais nous, on dit, OK, on ne va pas demander à ce qu'au 1er septembre, tout soit bousculé. Mais Mmh. disons qu'au 1er janvier 2023, voilà, sachant que tous les transferts qui ont été faits ont bien marché. Mais que. Bien sûr. Ah, Et puis on bon, voilà. rappellera que sur la médecine scolaire, il y avait été beaucoup de débats déjà dans la loi Blanquer et qui Eh avait oui, conclu à l'importance de les réactiver, mais de faire le lien avec le reste de la vie des enfants, quoi, voilà. oui, alors là, on nous invente. Alors après, nous, des sénateurs qui ont bien compris le problème. Alors, ils nous inventent des dispositifs d'articulation. Mais enfin, si on peut éviter un dispositif d'articulation en étant efficace Mmh. et en raccrochant la médecine scolaire qui a les questions à celui qui apporte les réponses, il faut quand même pas oublier de quoi on cause. On cause d'enfants qui peuvent être en difficulté, on cause d'enfants et de familles pour lesquels il faut intervenir. Ce n'est pas un petit sujet, hein. Oui et puis de manière, la médecine scolaire a tellement de difficultés de financement que si on le passe aux collectivités, on sait qu'en réalité, il y aura de meilleurs financements demain qu'aujourd'hui. Bah, bien sûr. Avant-dernier volet, la déconcentration. Alors, le gouvernement fait quand même Ouais. beaucoup de déconcentration depuis 2017. Il y a des textes quasiment tous les mois au JO. Par contre, dans cette loi, il n'y a pas énormément de choses, si ce n'est un cadre juridique enfin pour la Maison France Service, mais on Oui. peut continuer à regretter qu'on soit décorrélé de ce que font les collectivités de leur côté. Mais contrat de cohésion des territoires, j'ai pas tout à fait compris ce qu'ils voulaient. Il y a des aspects sur le CEREMA, agence de l'eau, qui sont des biens, mais qui sont des petites Oui. corrections. Qu'a prévu en tout cas la commission dans laquelle vous siégez pour réformer ceci, puisque je crois que en plénière, là aussi, c'est pas passé cet aspect-là encore. Alors, la déconcentration est pour nous un axe aussi important que la différenciation. Puisque, encore une fois, pour reprendre l'exemple de la crise sanitaire, nous avions des directeurs d'ARS, déjà encore une fois, qui ont leurs compétences, mais ils n'ont pas été faits pour gérer des crises, ce n'est pas leur métier, qui rendaient compte à leur ministre et non Mmh. pas au préfet. Et que quand vous êtes en temps de crise, euh, poser la question pour laquelle vous devez avoir une solution dans les 5 minutes au ministère, franchement, tout le monde sait que ça ne fait pas preuve d'efficacité. Donc nous souhaitons que l'État revienne sur ce sujet parce qu'on a vu la force de ce qu'on a appelé le couple maire-préfet pendant la crise. Puisqu'on voit bien que l'un et l'autre sont liés dans la réussite de l'action publique comme les doigts de la main. Et que nous voulons que le préfet et le préfet de département, parce qu'on ne parle pas que des préfets de région, aient une capacité à décider sans se référer à Paris. Donc ça va avec le pouvoir réglementaire qui peut être donné au préfet, et surtout qu'il ait capacité à rassembler et à réunir et à harmoniser, coordonner
des services de l'État qui sont gérés en agence. L'Agence régionale de santé en est un exemple, l'ADEME est un exemple. Autant, on va dire, de services et d'entités, la Direction régionale des finances publiques en est un autre exemple, qui ont leur vie propre et sur lequel le préfet n'a pas d'autorité. Et donc, est-ce qu'on imagine, encore une fois, un Premier ministre qui n'aurait pas d'autorité sur le ministre de l'Éducation nationale, sur le ministre des Finances, sur le ministre de la Santé, sur le ministre de l'Environnement? Enfin, qu'on m'explique que ça pourrait être un bon système avant de dire que celui qui fonctionne dans les territoires fonctionne bien. Et on a bien vu, mais le gouvernement le reconnaît, qu'on a besoin de muscler l'État territorial. Et qu'il faut que le préfet, on l'a vu, ait une autorité sur l'ADEME, qu'il ait une autorité sur l'ARS, mais vous voyez comment on fait. Nous, on propose un conseil d'administration avec une coprésidence. Voilà, donc on va un peu plus loin et on y remet des élus. Et qu'il y ait des choses qui soient aussi à la main du préfet de département. Parce que quand vous êtes maire d'une grande ville, président d'une métropole, vous avez le préfet de région 2 fois par jour si vous voulez. Quand vous êtes maire d'une commune de 1500 habitants ou président d'une petite interco, le préfet de région, sincèrement, vous pouvez le voir à la fête nationale et encore, vous n'y êtes pas toujours invité. Donc, il y a une distance énorme avec un préfet de région qui a des enjeux stratégiques et des enjeux de proximité aussi. Il faut donc que les préfets de département soient musclés, qu'ils aient un peu plus d'autonomie et qu'on les laisse intervenir sur des champs. Et donc, nous pensons qu'il y a eu des lois successives qui ont vidé de sa substance les services des préfectures, il faut le dire, donc il y a un problème de ressources humaines, et en même temps, on a laissé place aux agences, considérant qu'elles auraient l'agilité, mais elles ont aussi pris de l'autonomie, et que finalement, on ne sait pas qui décide de quoi. Et que donc nous voulons qu'il y ait un État déconcentré plus puissant et qu'il y ait une harmonisation autour du préfet de régions sur des sujets stratégiques, mais de départements. Et les sous-préfets sont aussi pour nous des interlocuteurs importants, car vous avez dû l'entendre, mais moi je suis frappée dans mon département d'Ille-et-Vilaine, là où il y a des arrondissements avec un préfet, mais vraiment, il y a une relation naturelle, très positive, qui se met en place avec un sous-préfet qui incarne l'État facilitateur. En gros, il est le réceptacle de la question du maire, et lui, il va agiter tous les services qui sont, enfin, ce qu'on appelle le back-office, pour donner la réponse au maire. Et si on fait ça, moi, je crois qu'il y aura une meilleure efficacité de l'action publique. Et que je pense que l'État gagnerait en réarmant, vraiment en réarmant ses services et en arrêtant de tout, comment dire, enfin, c'est décérébré. Il n'y a pas de patron. Et le préfet, ça n'empêche pas le lien de l'ARS avec son ministère de tutelle, parce que la santé reste une compétence régalienne. Mais il faut à un moment que le préfet puisse arbitrer. Vous avez vu, quand on a eu à gérer les centres de vaccination, etc., le préfet, il harmonisait, il faisait le lien avec les élus qui étaient dans la chaîne d'action et il y avait une chaîne de commandement. Donc, la déconcentration est aussi un élément majeur et ça dépend beaucoup. Ça, c'est une révolution culturelle en l'occurrence. Ce n'est pas que la loi qui va le faire. C'est-à-dire, si les administrations centrales veulent garder le pouvoir, si les ministères veulent garder le pouvoir, on n'aura pas d'État déconcentré. Et que vous voyez bien, moi, ce qui me fascine, c'est que les préfets dépendent du ministère de l'Intérieur. Et que le ministre de la Santé ne dépend pas du ministère de l'Intérieur. Donc, le ministre de la Santé, il veut une arme, je reprends l'exemple du 14 juillet, à sa main. Il veut son armée. Parce qu'il ne va quand même pas rendre des comptes au ministère de l'Intérieur. Et moi, je trouve qu'un préfet
devrait dépendre du ministère du Premier ministre parce que être préfet, c'est pas simplement qu'un rôle de sécurité intérieure. Vous voyez, autrefois, c'était ça. Hum. Il n'y a pas que ça. Et sincèrement, moi, je pense que Il coordonne des directions départementales ou régionales qui sont interministérielles et labellisées comme telles, donc c'est logique. voilà. Et en gros, un préfet, c'est comme un Premier ministre dans un gouvernement. Il faut faire des arbitrages. Et que entre le ministre de la Santé qui fait valoir son point de vue, le ministre de la cohésion des territoires, je tranche parce que c'est moi qui ai la vision d'ensemble et j'affiche une priorité politique. On verra, comme il est question de supprimer le corps préfectoral, non pas les préfets, mais le corps préfectoral en tant Ouais. qu'institution en soi, ce qui est un grand sujet, ça pourrait leur remettre du baume au cœur qu'ils soient rattachés au Premier ministre. Cette question de corps ayant des logiques, Oui. notamment de recrutement de carrière, mais qui visent à Oui. plus d'ouverture. Dernier volet, par contre, je déduis de ce que vous dites que dans la logique aussi, il faudrait qu'il y ait peut-être plus de verticalité entre le préfet de région, le préfet de département, sous-préfet, ça c'est déjà le cas, mais que le pouvoir du préfet de région de coordination soit peut-être un peu plus fort encore qu'ils ne le sont aujourd'hui, ou pas? Oui, oui, moi je pense qu'il faut qu'on. Je veux dire, on a une culture de l'État qui est très verticale. Et quand Mmh. elle n'est pas verticale, c'est l'autonomie, c'est le silo. Mmh. Et moi je pense que c'est deux mots français très graves. En tout cas, on voit bien que ce mode de pensée, parce que ça répond à une culture profonde. C'est pour ça qu'une loi ou un amendement, hélas, ne suffiront pas à nous guérir de ces mots très lourds. Il faut qu'on se désintoxique de la verticalité descendante, si je puis dire, et de l'autonomie, qui est une réponse aux besoins d'agilité. Moi, je pense que, vous voyez, il faut qu'on soit dans un état d'esprit qui est un état d'esprit comme on a aujourd'hui beaucoup dans les entreprises. C'est l'idée que c'est vraiment un travail d'équipe, il y a plusieurs acteurs, il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion, le président il donne le cap, voilà. Il faut que tout le monde soit ordonné pour qu'ensemble, chacun à sa tâche, on atteigne l'objectif. Et que ce n'est certainement pas en alignant les gens les uns à côté des autres ou en ayant ce rapport verticalité que ça marche. Et on voit bien que là, aujourd'hui, notamment en période de crise, ça ne marche pas. Et qu'il faut qu'on travaille plus. Et c'est une révolution culturelle qu'il faut entreprendre. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que l'administration centrale accepte que d'aucuns puissent émettre un avis et qu'on arrête de Mmh. penser pour tout le monde. Certes. Dernier point, les réformes balais et diverses mesures ultramarines qui sont à la fin du texte. Alors, il y a des choses intéressantes sur l'alignement des arbres, la préemption, les entreprises publiques locales. Est-ce que vous avez des choses à dire sur tout ceci, en l'état évidemment des débats parlementaires? Alors, il y a un sujet qui est extrêmement important, c'est celui des EPL. Mmh. Puisque ça, c'est un gros sujet qui inquiète beaucoup les élus. Le gouvernement a amené des dispositions sur ce texte. On a beaucoup travaillé avec la fédération des EPR et nous, on apporte plusieurs choses. Un, on renforce la transparence, c'est-à-dire que les EPR sont des inventions assez remarquables, comme quoi les élus, ils inventent des choses pour trouver des solutions, pour leur permettre d'agir dans certains domaines. Les collectivités, les élus ont inventé ces objets qui relèvent de l'économie mixte. Euh, et donc, aujourd'hui, il y a nécessité de balayer les choses. Il faut remettre de la transparence. Moi, je pense que les collectivités et les élus qui sont dans ces EPL sont pour la plupart des gens honnêtes. Alors, on va toujours trouver l'exemple du, voilà, c'est comme un dentiste qui part ou un marchand de voitures qui part avec la caisse. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut, parce que ces EPL répondent à des missions très importantes, parce que ça représente des engagements financiers conséquents pour la collectivité et qu'elles ont une vie qui leur est propre. Je pense qu'il faut renforcer la transparence et le rendre compte
devant la collectivité qui est membre de ces EPL. Et que l'élu qui a été désigné pour représenter sa collectivité dans des EPL on doit formaliser davantage la manière d'informer. La transparence fait qu'on doit aussi sécuriser les élus, c'est-à-dire un élu, quand il y a désignation de l'élu par sa collectivité pour aller dans une EPL, ben, naturellement, l'élu ne participe pas au vote, il ne participe pas à la détermination de sa rémunération. Ça, c'est clair. Quand il est dans l'EPL, il ne peut pas participer s'il a un intérêt personnel à des appels d'offres. Par contre, aujourd'hui, on a une interprétation excessive de la prise illégale d'intérêt. Chaque Français comprend bien la prise illégale d'intérêt, c'est qu'un élu ne peut pas profiter de sa fonction d'élu pour faire des affaires, pour parler court, ou pour faire que sa famille s'enrichisse. Ça, on est bien clair là-dessus, c'est une exigence absolue, il ne doit pas y avoir de passe-droit. Mais l'interprétation de l'intérêt, la prise, enfin de l'intérêt personnel, Ce que la Cour de cassation appelait l'intérêt moral, en fait, pour voilà, parler des intérêts pour autrui, mais même si l'élu il perd quelque chose en réalité, ou s'il n'y a pas gagné, ou si voilà. voilà. C'est l'intérêt du conflit d'intérêts de public à public, ce qui fait qu'on en est arrivé à ce que, à l'interprétation suivante, un élu qui est dans une EPL pour représenter sa collectivité ne pourrait pas prendre part aux décisions que son EPL serait amené à prendre, qui concernerait sa collectivité, alors même que la collectivité est dans l'EPL pour ça. C'est-à-dire, on devient fou. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé avec les EPL et on a beaucoup travaillé avec le président Migaud, qui est maintenant à la haute autorité transparence de la vie publique. Et que donc... Et qui a fait des propositions il y a quelques mois précises là-dessus, pour redéfinir cette notion d'intérêt personnel, ce qui était, à mon sens, indispensable et plutôt courageux de leur part. Voilà. Et en même temps, ils ont un peu fait peur à tout le monde. Donc, nous, on va renforcer la sécurité en disant qu'un élu qui est dans une EPL où il représente sa collectivité doit bénéficier de la même interprétation de la capacité à agir qu'un élu dans un syndicat, comme le définit le CGCT. Et qu'il doit en être de même pour des organismes comme les missions locales ou les maisons de l'emploi. Parce qu'on a vu à Angers un cas qui était complètement, enfin qui relevait de l'Absurdistan, où un élu désigné par sa collectivité dans une mission locale pouvait prendre part à aucune délibération. Donc, on sécurise toutefois et on va définir l'interprétation, ce qui fait que si un jour il y a un sujet, les juges, et on sait qu'ils le font, pourront s'inspirer des débats. Mais ça ne suffira pas parce qu'on touche aussi au code pénal. Puisque, par définition, les sociétés d'économie mixte sont dans le champ du pénal. Et que donc, nous allons étendre cette interprétation du CGCT, mais je pense que les choses seront définitivement sécurisées par un examen de ce volet du code pénal que nous n'allons pas faire dans ce texte, que ce n'est pas notre champ. Voilà. Et puis, ensuite, on va revenir sur une disposition du gouvernement qui est juste un peu folle, quoi. Les conseils d'administration des EPL ont obligation de transmettre toutes leurs délibérations au préfet. C'est pas toujours fait, pas par mauvaise volonté, mais bon, voilà, bref. Et donc, le gouvernement propose que si des délibérations qui peuvent être parfois sans enjeu, ne sont pas, certaines le sont par contre, ne sont pas transmises au préfet, cela entraîne nullité de toutes les décisions. Et ça veut dire qu'à un moment, ça peut entraîner une annulation de marché, une interdiction de payer des factures d'entreprise. Enfin, on tombe dans un truc de fou. Et que nous allons proposer qu'il y ait une mise en demeure du préfet
de communiquer les délibérations. Et donc, après, naturellement, il y a l'intervention du juge administratif, etc. Mais il faut qu'on soit très, très vigilant. Il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Et en plus, nous disons, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas de la mise en demeure? On nous dit il préfère la nullité. Mais pour qu'il y ait nullité, encore faut-il qu'il ait été au courant de délibérations qui ont été prises. Donc, enfin, son truc ne marche pas mieux que le nôtre. Donc, il y a un volet très important sur les EPL qui est nécessaire, qui est vraiment sécurisant pour les collectivités, hein, pour éviter, vous voyez, qu'il y ait un effet de cascade et de domino qui fasse qu'à un moment, la collectivité, elle découvre qu'elle est engagée dans une EPL avec des engagements financiers qu'elle n'a pas vu venir et qui la mettent en danger. Vous voyez, donc voilà, sécurité, transparence et capacité à agir des élus. Il ne s'agit pas de contrevenir à la prise illégale d'intérêt, mais il faut qu'on sache de quoi on parle, quoi. Et donc, question piège pour finir, Madame la sénatrice, est-ce Ah, qu'à votre avis, on va avoir fini ces débats parlementaires avant la prochaine élection présidentielle? Je serais tenté de penser que oui, parce que je pensais qu'il n'y avait pas tant de sujets que ça, de grandes frictions. Mais à vous écouter, je me dis qu'il y a 2-3 sujets de friction dont j'avais sous-estimé peut-être les risques de blocage. Donc, du coup, ça risque d'être compliqué et long. Qu'est-ce que vous en pensez? Un alors, pronostic. c'est le marc de café plus que la question piège. Alors, on va dire que d'abord, il y a enfin, je ne sais pas si c'est des bruits, des rumeurs qui circulent pour dire qu'il y aurait dans la majorité présidentielle des gens qui disent on ne va pas aller sans kikiner qu'un texte comme ça. On va sûrement revenir sur les propositions du Sénat, revenir sur un texte comme ça en septembre, 2 mois avant les congrès d'élus, c'est quand même manquer d'intuition. Parce que si on arrive majorité présidentielle en ayant contrarié les élus et qu'on se prend une volée de bois vert à 7 mois des présidentielles et presque autant des législatives, franchement, bon, même la majorité a découvert un certain sens politique, hein, il y a un minimum. Mmh. Bon C'est pour ça que moi, voilà. je m'attendais à ce qu'il l'adopte très vite en acceptant presque tous vos amendements pour s'abriter derrière le Sénat. Mais c'est peut-être très, très, très optimiste, ça. Alors, moi, je pense que s'ils étaient habiles en politique, ils pourraient prendre. Alors, il y a des choses qu'ils ne vont pas prendre. Alors, on n'a pas reparlé de l'eau et l'assainissement, l'intérêt Oui. communautaire. Bon, mais nous, on n'a pas du tout cédé là-dessus. Pour l'instant, on n'a cédé sur rien. Et le gouvernement connaît toutes nos lignes rouges. Donc, là-dessus, on est transparent. Si la majorité avait du sens politique, au-delà du fait, sincèrement, qu'il faut qu'il ait du bon sens, parce que ce qu'on fait, ce n'est pas un truc pour s'amuser, c'est permettre que le pays marche, excusez-moi du peu. Et le président de la République, il a clamé partout qu'il avait bien compris, j'ai compris, je vous ai entendu, j'ai fait des heures de débat, bon, ben d'accord, donc maintenant on y va, quoi. Bon. Donc, indépendamment de ça, s'il avait un sens politique, s'il reconnaissait que les propositions qu'on fait quand on dit que le président de région doit pouvoir quand même dire à son gestionnaire de lycée que ce serait bien s'il lui permettait de répondre à ses obligations. Le président du département, il pouvait vraiment protéger les enfants. Bon, franchement, c'est pas délirant ce qu'on propose. Il prendrait et il pourrait dire c'est moi qui l'ai fait. Mmh. Il n'est pas obligé de dire selon un texte du Sénat. Il ne dira jamais. Hein, voilà. Il ne dira pas que le scénario a été écrit par le Sénat. Aucun Mais nous, président ne l'a jamais fait, enfin, c'est normal. voilà. Mais en même temps, nous, sincèrement, on ne cherche pas la gloire. Parce que, franchement, il faut qu'ils comprennent que nous, on a tout dit aux élus. Tout le monde sait nos 50 propositions. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a de plus à aller dire? Eh bien, par contre, on pourra dire, eh bien, écoutez, voilà, nous, on l'a proposé, le gouvernement ne l'a pas pris.
Maintenant, on vous donne l'adresse de celui qui ne veut pas régler les problèmes. Ah Mmh. bah, vous comprenez, tout le monde sait ce qu'on va dire. Nous, on n'embête pas le gouvernement. On a démarré avant lui. Lui, il sait ce qu'on propose. Et ce qu'on propose, encore une fois, ce n'est pas des choses qui l'embêtent, sincèrement. Qu'est-ce qu'il y a à critiquer dans ce qu'on propose? Est-ce que les exemples qu'on a pris sur la déconcentration, le transfert de compétences, c'est des trucs qui ne vont pas marcher? Non, non, on guérit le malade. Bon, donc maintenant, on va voir. Si en plus le gouvernement, vous avez vu qu'il a pris la procédure d'urgence. Mmh. Excusez-moi du peu. Alors, est-ce que c'est pour éviter qu'il y ait deux discussions? Bah, sinon, il tenait pas avant les présidentielles, Meyer. Ou est-ce que, bon, ben, voilà, ben, moi, sincèrement, à part le fait qu'il faut saluer encore une fois la ténacité de Jacqueline Gouraud qui n'a rien lâché. Alors, est-ce qu'ils ont dit, bon, on va lui donner son texte parce que franchement, voilà, oui, Mmh. oui, bon, parce que elle ne nous lâche pas avec ça, mais on va faire un petit machin. Où est-ce qu'ils ont compris? Et moi, quand j'ai démarré mon intervention en DG, j'ai juste dit un truc. L'heure de vérité, c'est ici et maintenant. Voilà. Et ben nous, c'est ça. Et moi, et la ministre, elle a reconnu, vous l'avez vu, que le Sénat avait été plutôt accueillant pour son texte. Mmh. Elle l'a dit, et sincèrement, mon collègue co-rapporteur et moi, on a des discussions régulières, très positives, exigeantes avec le gouvernement, et ça se passe bien. Sauf qu'à un moment, quand on va entrer sur du lourd, bah nous, mais comment est-ce que le Sénat pourrait, alors franchement, je veux dire, enfin, comment est-ce que le Sénat pourrait aujourd'hui aller voter une loi qui serait le contraire de ses convictions et des convictions partagées par les élus? Quand 3200 élus répondent à une consultation pour dire oui à vos idées, là, les 50 propositions sont bien, vous savez que le niveau d'adhésion le plus faible à nos 50 propositions, c'est 65%. Mmh. Voilà, bon, donc chacun sait nous, ce qu'on va faire, il faut simplement mettre du bon sens, de la confiance, arrêter de dire que les sénateurs, ils sont là que pour nous embêter, ils ne comprennent rien, machin, et Mmh. on ne changera rien parce que c'est comme ça. Bon, ben d'accord. Après, c'est le gouvernement qui a la main. Donc, soit on est intelligent, sauf que, très sincèrement, moi, je vous le dis, mais avec ma plus profonde conviction, le grand public, il s'en fiche de ce qu'on fait. Sauf que j'ai Mmh. vu un papier dans le Figaro l'autre jour. Sauf ce qu'on fait là, c'est un boulot de mécanicien pour que Mmh. les gens, on répare tout ce qui ne marche pas, y compris jusqu'au fin fond du Cantal ou au fin fond de la Bretagne. Donc, c'est pas rien. Donc, soit le gouvernement, il a compris, parce que moi, je ne comprendrais pas qu'on ait eu la crise des Gilets jaunes, des heures de débat du président de la République, les cahiers de doléances que les maires ruraux ont très bien fait, la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, pour qu'aujourd'hui, sincèrement, on ne soit pas un peu au niveau de la chirurgie. Et encore, vous avez vu, qu'on ne détricote rien. On vient mettre de l'huile dans les trucs et on met Mmh. les choses au bon endroit. C'est comme un puzzle, c'est tout. Donc voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est aussi exigeant que ça. Et soit le gouvernement il a compris, soit il n'a pas compris. Ben, s'il n'a pas compris, ben voilà, nous, on ne changera pas la vie. On n'ira pas faire de la posture politicienne, mais ce qu'on a à dire, on le dit, et puis voilà, et puis il ne faudra pas aller dire aux élus que la médecine scolaire, ça marche pas, que la cantine, ça marche pas, que machin, bon, bah, voilà. Et puis, bah, un mot de conclusion, madame la sénatrice? Oui, ben, moi, encore une fois, il y a ce projet de loi, il est utile et nécessaire. Alors, il peut manquer d'ambition, etc. Bon, voilà. En même temps, il répond à la volonté des élus de pas nouveau Big Bang territorial. Moi, je Mmh. salue encore une fois la ministre de nous l'avoir apporté. C'est un fil ténu. Et nous essayons d'en faire quelque chose qui a du sens et surtout qui répond à ce seul objectif qu'on doit avoir. C'est celui de l'efficacité qui permet de dire on répond aux besoins au bon niveau. Si c'est la commune qui doit pouvoir. Si la région a besoin de la coopération du département, on permet. Donc on met de la souplesse et de l'intelligence et de l'efficacité et c'est ça le sujet.
On donne un champ des possibles sécurisé pour les élus. C'est une affirmation de la confiance dans les élus. Ils ont la liberté, mais ils sont responsables. Et c'est surtout, nous, ce qu'on apporte, c'est que de l'efficacité. Ça n'est que ça, mais c'est surtout ça. Et c'est l'obligation qui nous est faite pour retrouver la confiance avec nos concitoyens. Donc c'est un texte qui est essentiel si on veut bien le nourrir et le porter comme le Sénat le porte. Mais merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci pour ce temps et ce décryptage qui était précieux. Merci Merci, beaucoup. Mac. Merci, merci beaucoup de Merci votre beaucoup. intérêt pour tout ça. Merci, au revoir. Au revoir.